Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Nature & Co, cette émission qui vous est proposée par l'association Renatura Congo. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser au milieu marin congolais. En effet, de juillet à septembre, des populations de dauphins, de baleines et autres animaux marins viennent peupler le littoral congolais et particulièrement le littoral de Pointe-Noire. Avant de s'intéresser un peu plus longuement aux deux invités qui seront avec moi aujourd'hui pour cette émission, je vous invite à regarder ce petit reportage où nous allons embarquer ensemble au milieu de l'océan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir ici au Déric. Nous allons embarquer ensemble en mer, en compagnie d'enfants et de public, pour aller découvrir le magnifique milieu marin congolais. En effet, de juillet à septembre, le Congo a la chance d'accueillir sur son littoral des populations de baleines et de dauphins, essentiellement, mais aussi d'autres animaux marins, qui viennent se reproduire sur le littoral. Donc à travers les images qui vont suivre, vous allez découvrir un peu tout ce qui se passe dans ce milieu marin, mais aussi les menaces qui pèsent sur toutes ces populations de baleines, de dauphins et autres animaux marins. On se dit que les baleines sont carrément loin, mais là c'est bon. À moins de 3 km. Alors comment vous savez qu'ils sont en train de... C'est parce que après ils ont une nutrition un peu compliquée. C'est des gros mammifères, mais ils mangent des animaux un peu microscopiques. Donc elles vont manger des planctons, tout petits. Pourtant, logiquement, par rapport à leur taille, elles pouvaient manger des poissons. Se nourrir elles mangent des krill, des petits poissons et du plancton. Wow. Donc en fait, le cycle, c'est de tourner sur place et qu'ils sont elles ont des techniques de pêche, on va dire ça comme ça, ou de chasse, où elles se mettent, quand c'est un grand groupe, elles se mettent en groupe, elles tournent autour des... Ça piège un peu, c'est comme un petit filet, ça piège les poissons. Et quand elles tournent comme ça, les poissons c'est un peu paniqué, mais ça se rend. Ils font une sorte de tourbillon. Voilà.
Donc je m'appelle Régis Samba, je suis particulièrement impressionné par cette balade aquatique en fait, au milieu de l'océan pour découvrir l'immensité de la nature en fait. Du coup c'est vraiment un plaisir de comprendre qu'il est important effectivement de travailler à ce que cette nature soit préservée. Bonjour, moi c'est Bakary Bouanga. Je suis le pilote du 535, le bateau de plaisance. Les consignes en mer, il faut avoir toujours des sauvetages sur toi. Et surtout, là, nous sommes en balade en mer, nous sommes en train de voir les baleines. Et je pense qu'on aura la chance d'avoir aussi les dauphins. Et les consignes, c'est la sécurité d'abord. Bonjour, je suis Guichel Biti, éducateur à l'environnement chez Renatural Congo. Et c'est moi qui fais office de guide sur ce parcours qu'on appelle, nous, à la découverte du milieu marin de Pointe-Noire et ses environs. En effet, c'est un peu faire découvrir le milieu marin aux Ponténégrins et à ceux qui viennent à Pointe-Noire, avec son bon côté. Ça veut dire que les rencontres qu'on peut faire des animaux marins, par exemple, tout à l'heure on a vu les baleines, on a aussi des dauphins qu'on voit, pourquoi pas les tortues marines ou des raimentins. Et comme aujourd'hui encore, on a vu des poissons volants. Et aussi ils sont mauvais côté, parce qu'avec le transport, avec des grands bateaux qui rentrent au port tout le temps, et c'est normal, mais après ça dérange un peu le milieu marin. Et aussi la pêche industrielle, avec les pêcheurs qui ne respectent pas les normes de la pêche. Et sans oublier aussi les déchets ménagers. En fait, les déchets avec la pollution, en fait, en gros. La pollution avec les déchets, avec aussi, comme on a vu tout à l'heure, les plateformes qui, eux, peuvent lâcher du pétrole brut par accident. Et c'est ça, en fait. Et aussi, la sortie, le but aussi, c'est un peu admirer le milieu marin de Pointe-Noire. Donc le littoral congolais, comme on a fait tout à l'heure, on passe par la Pointe Indienne. Il y a aussi un petit côté éducatif pour parler un peu du Congo ou de la Pointe Indienne, de la baie de Luango. Donc un peu l'histoire de la baie de Luango et voilà quoi. Donc c'est un peu ça le but pour faire découvrir vraiment le milieu marin de Pointe-Noire à ceux qui viennent à Pointe-Noire. Parce qu'on peut connaître Pointe-Noire, mais Pointe-Noire vue de la mer, c'est autre chose. Après cette belle excursion en mer où nous avons pu voir une magnifique biodiversité marine ainsi que toutes les menaces qui pèsent sur ces animaux marins, nous allons nous retrouver dans quelques instants en plateau en compagnie de mes deux invités.
Avant de nous retrouver en plateau, il ne me reste plus qu'à remercier Animalia, notre partenaire, qui nous a permis de filmer aujourd'hui ces magnifiques images que vous venez à l'instant de voir. Après de belles images, nous voici maintenant à présent de retour sur le plateau de votre émission, où j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes que je connais très bien, Morgane et Laetitia. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Dylan. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser d'abord vous présenter un petit peu votre nom, votre prénom et quelle fonction avez-vous dans la vie. Laetitia, peut-être on va commencer par toi. Alors Laetitia Cofano, je suis la directrice du centre animalier Animalia Congo. D'accord. Et du coup, Morgane? Donc moi, je m'appelle Morgane Nigon et je suis volontaire chez Renatura Congo depuis maintenant 1 an et je m'occupe de coordonner le programme de gestion durable des océans au sein de l'association. D'accord, merci. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler un petit peu de baleines, de sorties aussi touristiques et comment ce projet a vu le jour. Et donc je vais commencer à m'adresser à Laetitia. Justement, Laetitia, en tant que directrice de ce centre de soins Animalia, c'est toi un peu l'instigatrice de ce projet. Comment est né ce tel projet et pourquoi avoir décidé de monter ce projet? Ce projet est né pendant la saison sèche. Beaucoup de personnes étaient parties, beaucoup de personnes sont restées aussi. Et malheureusement, très peu d'activités à faire. Beaucoup de personnes venaient au magasin nous demandant ce qu'on pouvait faire au Congo. Et j'ai beaucoup discuté avec mon mari et on a eu l'idée progressivement d'organiser des sorties en mer. D'accord. Quand tu parles de personnes, tu parles de touristes, j'imagine. Quand tu dis beaucoup de personnes sont parties, tu parles de touristes, tu parles... Oui, beaucoup, oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Même des personnes locales, les gens qui habitent ici, beaucoup de personnes étaient parties. Et du fait de cette période un peu particulière, il y a également beaucoup de personnes qui ne sont pas parties en congé et qui sont restées ici, qui cherchaient des choses à faire. D'accord, très bien. Donc tu as fait appel à l'expertise de Renatura, de notre association, pour mettre en place ces sorties en mer. Pourquoi avoir choisi Renatura dans cette collaboration et dans l'organisation de ces sorties en mer? Parce que qui mieux que Renatura pour organiser un tel projet? Nous avions les moyens matériels, mais pas la connaissance de la mer. Renatura a cette connaissance-là. Ensuite, j'ai toujours beaucoup admiré le travail de Renatura et c'était pour nous une fierté de monter ce projet avec eux. Et je pense, parler aussi de toute l'équipe de Renatura, on apprécie beaucoup aussi le travail d'Animalia, donc c'est important de le dire aussi. Merci beaucoup. Justement, ces connaissances ont été apportées notamment via Morgane qui est invitée avec nous ce jour. Morgane, pour en venir à toi, un peu, qu'est-ce que tu as pu apporter de supplémentaire et qu'est-ce que Renatura a pu apporter en plus sur ces sorties en mer, ces sorties touristiques? Disons que l'idée, c'était qu'il existait déjà auparavant, dans les années passées, des sorties en mer qui avaient été organisées par certaines sociétés ici à Pointe-Noire. Et quand Laetitia s'est tournée vers nous, on s'est dit que nous, ce qu'on voulait apporter, c'était un côté un peu responsable d'un point de vue environnemental. Et du coup, voilà, essayer effectivement d'aller découvrir le milieu marin, mais d'une autre manière, en pensant autour des animaux et non pas en pensant derrière les touristes, en se disant, voilà, on va voir des animaux. Non, on voulait vraiment faire autre chose et faire apprendre qu'il y a un processus pédagogique qui soit mis en place avec les touristes qui allaient embarquer à bord de nos bateaux. Très bien, merci Morgane, c'est parfait, la transition est toute trouvée. Tu parles de tourisme responsable, de tourisme durable. Alors en quoi ce genre de tourisme est différent du tourisme classique, entre guillemets, que pouvaient mettre en place d'autres sociétés ou d'autres acteurs du tourisme ici au Congo? Alors du coup, on s'est dit qu'en fait, comme je viens de le dire, quand on part en mer, qu'on fait des excursions touristiques pour aller voir les animaux marins, des fois, c'est vraiment l'idée de s'approcher au plus près d'un animal pour le voir et pour en faire profiter au maximum finalement les humains qui sont présents. Et nous, dans le cadre de nos excursions, on a voulu faire comprendre aux gens qu'on allait évoluer dans un milieu qui était déjà très perturbé. On est au Congo, dans un pays où il y a de l'exploitation pétrolière, il y a de la pêche industrielle, il y a beaucoup de cargos qui sont liés au commerce. Et donc, ça veut dire que le milieu marin, déjà de base, il a beaucoup d'utilisateurs. Et donc, les animaux qui viennent ici, notamment les baleines à bosse pour leur période de reproduction, font déjà face finalement avec des facteurs de stress qui existent au quotidien dans leur environnement. Donc nous, en tant qu'humains et en tant du coup que touristes en mer, on ne voulait pas être un facteur de stress supplémentaire pour ces animaux-là. Et donc l'idée, c'était de respecter des chartes qui ont déjà été mises en place ailleurs dans le monde pour des activités justement de world watching, comme on dit en anglais, afin de déranger au minimum les animaux qu'on allait aller voir finalement en mer. Justement, pour
pour compléter un peu ce que tu viens de nous dire, est-ce que le bruit du bateau et le rassemblement de personnes, ça perturbe les animaux qu'on peut voir en mer? Oui, alors on peut pas le nier. C'est sûr qu'il y a une perturbation qui est générée, et c'est d'ailleurs pour ça en fait que des scientifiques se sont penchés sur le sujet et ont cherché à savoir à partir de combien de décibels justement les moteurs des bateaux pouvaient ou non déranger une mère et son petit, par exemple. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait il y a des distances qui sont recommandées pour les utilisateurs de bateaux qui font du whale watching afin de minimiser ce dérangement-là. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un impact quel qu'il soit sur les animaux qu'on va voir. D'accord. Tu parles justement de sécurité en mer et surtout de sécurité à respecter pour déranger le moins possible les animaux en mer. Quelles sont un peu ces consignes de sécurité à respecter, outre la distance avec les animaux? Ok, alors globalement, de manière générale, on essayait de recommander aux gens qui étaient à bord du bateau de ne jamais crier, de ne jamais toucher l'eau ou tenter de toucher un animal quand on s'approchait d'eux, évidemment. Ensuite, on a un principe de navigation qui est de ne jamais se mettre devant un animal pour lui couper la route. Alors ça, c'est que ce soit une baleine, un requin ou des dauphins, c'est toujours pareil. Et on ne se met pas non plus à l'arrière pour qu'il n'ait pas le sentiment d'être finalement prédaté et chassé. Il y a aussi des règles qui visent plus précisément les baleineaux avec leur mère. C'est des animaux qui sont très très fragiles. Un baleineau, c'est un animal qui doit prendre environ 70 kg par jour pour grandir et atteindre une taille mature et être en bonne santé. Et du coup, chaque moment de lactation est ultra important pour la mère et son petit. Donc, toute perturbation à ce moment-là peut avoir des impacts négatifs sur l'animal. Alors, la lactation, pardon, pour les personnes qui regardent cette émission, c'est bien sûr le fait d'allaiter son petit. Voilà. Et du coup, on avait des règles comme ça, et c'est la même chose, ne jamais s'intégrer finalement au milieu d'un groupe de baleines, parce qu'on peut vraiment créer des perturbations entre les individus qui sont plus ensemble et qui voient un intrus au milieu d'eux. Donc, c'est ce genre de règles de navigation que les pilotes étaient chargés de respecter à la lettre. D'accord. Je voulais ajouter qu'on a tous été formés à ça, par Renatura justement, et que l'intérêt était vraiment d'apprendre à connaître la mer et ses habitants, et tout en la respectant. Donc, outre les animaux que tu as cités, Morgane, qu'est-ce qu'on peut observer aussi sur ce milieu marin congolais? Outre les requins, les baleines, Laetitia, ou même Laetitia d'ailleurs, si tu veux ajouter ou répondre à la question. On a pu nous-mêmes observer des requins bleus, requins baleines. On a eu la chance de voir des bandes de dauphins, des raimentas, des tortues. Donc une richesse extraordinaire. Et outre ces animaux, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur ce milieu marin? Je sais pas, les pêcheurs, malheureusement, des bateaux qui font de la pêche industrielle. Des bateaux avec des pêcheurs qui font de la pêche artisanale. On peut voir également, parce qu'on a organisé un tour qui permettait vraiment de découvrir la mer. Pas que les animaux marins, mais la mer, et avec tout ce qui s'y trouve. La pollution, j'imagine. La pollution, tout à fait. D'accord. Justement, on parle un petit peu des menaces, on vient de parler des menaces un peu qui pèsent sur l'océan et sur les ressources halieutiques de manière générale. Mais quelles sont un peu les principales menaces qu'on peut rencontrer ici sur le littoral congolais? Bon, alors sur le littoral on congolais... en a un petit peu parlé, mais peut-être que Morgane, tu peux... déjà, on va parler de l'exploitation pétrolière, effectivement, puisque c'est une industrie très très développée ici au Congo, et que malheureusement, les risques technologiques ne sont pas nuls. Donc, il peut y avoir régulièrement des relargages, des dégazages de pétrole en mer. Et lorsque c'est de grandes quantités, ça peut fortement impacter le milieu marin, puisque ce pétrole-là, même si on utilise du dispersant, finalement, il va commencer à se dissoudre, entre guillemets, dans l'eau, et il va se répandre parfois même jusqu'au littoral, là où il y a certaines espèces telles que les tortues marines qui viennent s'alimenter et qui peuvent être pris dans ce genre de produits, finalement. La pollution plastique, comme on peut le voir au quotidien, malheureusement, ici au Congo, en fonction des systèmes de traitement des déchets qui existent dans les villes et des courants marins aussi qui parfois charrient les déchets qui viennent d'autres zones du monde, et bien malheureusement on se retrouve face à des animaux qui sont parfois englués dans ces déchets-là, qui sont pris au piège dans des filets de pêcheurs arrachés ou qui ont été finalement emportés par les courants. Donc les déchets au quotidien, c'est un vrai danger pour les animaux en mer. Et ensuite au Congo aussi le transport maritime, puisque 90% du commerce international passe par la mer. Ce qui veut dire qu'en fait, le trafic en termes de conteneurs cargo est énorme. Et du coup, au quotidien, pour des animaux tels que des baleines, les risques de collision sont très élevés. En fait. D'accord. Merci Morgane pour ces explications très complètes. Tu parlais tout à l'heure des normes scientifiques et un peu éthiques à respecter lorsqu'on fait du whale watching.
Justement, dans ces sorties touristiques en mer, vous appliquez aussi une approche un peu plus scientifique. Comment cela se traduit-il? Alors l'idée de l'approche scientifique, c'était de montrer aux touristes que non seulement on allait voir des animaux, mais qu'on pouvait aussi apprendre à les étudier d'une manière très simple. Donc en fait, on demandait aux guides qui étaient à bord de prendre un GPS et de noter finalement la localisation de chaque animal qui était aperçu pendant la sortie. En plus d'essayer de noter quelques comportements, c'est-à-dire on regardait si les baleines étaient en train de sauter au moment où on les voyait, ou si elles étaient en train de s'alimenter ou de s'accoupler, etc. Et ça, au quotidien, mais ça nous permet d'avoir des données de manière relativement régulière sur une période de 3 ou 4 mois qui correspond à la période de reproduction. Et au Congo, au vu en fait des moyens technologiques, financiers, humains très peu disponibles pour les instances normalement en charge des recherches scientifiques, ben, c'est une vraie plateforme d'opportunité d'avoir un bateau qui sort régulièrement chaque semaine et qui permet d'avoir des données finalement sur des mammifères marins qu'on voit très peu. Puis des données actuelles surtout, parce que souvent Oui. il y a des données mais très très anciennes. Complètement. Très bien, merci Morgane. On va parler d'une question qui peut-être où vous allez tiquer, surtout toi Laetitia. C'est via ces sorties touristiques, vous récoltez de l'argent. À quoi sert l'argent tout simplement perçu de ces sorties et perçu des touristes? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, nous, on s'est engagé, quand on a contacté Renatura, à reverser 50% des bénéfices à Renatura. Pour la protection de l'environnement. Pour la donc. protection de l'environnement. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une association à laquelle on croit. C'était une bonne façon pour nous de mettre un peu notre pierre à l'édifice. D'accord. Et le reste, en fait, a été utilisé pour la mise en place des expéditions. D'accord. Puis pour l'entretien du bateau, l'entretien du j'imagine, bateau, payer les pilotes. Les guides, etc. D'accord. Alors justement, vous parlez de cette équipe qui est derrière vous sur toutes ces sorties en mer. Combien sont-ils dans cette équipe? Combien vous avez de guides? Combien vous avez de pilotes? On a un pilote, Bakary. Et nous avons 2 guides, Guichel et Gracias. Et après, il est arrivé que je monte moi-même sur le bateau, que mon mari fasse le pilote également, ou que Manon et Morgane montent sur le bateau également. Donc, on était une dizaine, en fait, voilà, à gérer ça cet été. D'accord, très bien, merci. On a parlé aussi de cette approche un peu pédagogique et éducative, on l'a vite fait aborder. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur cette approche pédagogique qui est faite lors de ces sorties, et surtout quels messages sont véhiculés au public qui monte sur le bateau avec vous, et qui participe à ces sorties touristiques? Pour nous, en fait, il était primordial, justement, comme l'a expliqué tout à l'heure Morgane, les sorties en mer ont toujours existé. Il y a toujours eu des bateaux qui sortaient, qui allaient voir les baleines. Nous, on a voulu le faire, mais le faire différemment. On voulait que cette découverte de la mer soit bénéfique, soit pédagogique, et on voulait que les gens, quand ils montent sur ce bateau, ils en ressortent en ayant appris quelque chose. Il fallait vraiment que... alors déjà, on a eu la chance à chaque fois, à chaque sortie, tout le monde a vu des baleines ou des dauphins ou les deux, ou des requins ou des poissons volants, ou des etc. tortues, même, des tortues. Enfin, ça a été fabuleux. Et ce tour, en fait, qui permettait d'aller voir, les plateformes. Donc, la plupart des personnes n'avaient jamais vu de plateforme d'aussi près. Faire le tour revenir par la Pointe Indienne, arriver par le village des pêcheurs des Béninois. C'était, tout ça a émerveillé vraiment toutes les personnes. Et je pense qu'il y a une vraie sensibilisation qui a été faite. Les personnes qui ont eu la chance de participer à ces sorties sont sorties de là. En étant vraiment, en ayant appris des choses et en étant, j'ai vu des personnes émues en revenant parce qu'ils ne pensaient pas, et je pense même, il y a eu des expatriés qui sont sur le bateau, mais des Congolais aussi qui ne savaient absolument pas que dans leur pays, il pouvait y avoir d'aussi belles choses. Merci Laetitia pour ces explications. Alors, tu parlais de cette approche pédagogique, et moi, en tant que professionnel de l'éducation et de la sensibilisation, j'aimerais savoir un petit peu plus quels sont les messages que vous avez véhiculés lors de ces sorties en mer. Peut-être, Morgane, tu peux compléter? Moi, je sais que mon domaine, c'est la pêche ici. J'ai beaucoup travaillé sur les problématiques qui sont liées notamment à la pêche industrielle illégale, par exemple, dans la zone de la ZEE du Congo, la zone économique exclusive. Et
on pouvait voir en général régulièrement des navires de pêche industrielle quand on était en mer. Et du coup, c'était pour moi l'occasion d'expliquer aux gens que c'était des chalutiers ou des sardiniers, que c'était des techniques de pêche qui étaient des techniques de pêche relativement destructives pour le milieu marin. Et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les stocks de poissons, de manière générale, dans le monde, sont surexploités. Et que le fait d'utiliser des techniques non sélectives, finalement, ça a des impacts sur les dauphins, sur les tortues, qui sont des prises accessoires dans ces éléments-là. J'expliquais aussi de quelle manière, finalement, les pollutions d'origine anthropique pouvaient affecter les animaux du milieu marin, donc les déchets qu'on produit dans nos maisons, les produits chimiques qu'on rejette dans notre eau. Et c'était surtout pour les enfants que c'était assez intéressant d'avoir des discussions comme ça, parce que les enfants d'aujourd'hui, ils apprennent beaucoup de choses à l'école, et le fait de pouvoir les appliquer, de les voir en réel sur le terrain, ça leur permettait finalement de rebondir là-dessus et d'échanger vachement avec moi. Et j'étais super surprise des fois de voir les connaissances qu'avaient certains enfants justement sur le milieu marin et les problématiques qui le touchent. Oui, je te le confirme, beaucoup d'enfants ont vraiment des connaissances assez impressionnantes sur toutes ces problématiques-là. Autre question, du coup, en lien avec ce que tu viens de nous dire, en plus de ces approches scientifiques et éthiques qu'apportent les sorties en mer, on a aussi une approche un peu plus sociale, puisqu'en fait, tous les mois, une sortie est offerte aux enfants défavorisés de Pointe-Noire. Encore une fois, pourquoi ce choix? Pourquoi avoir mis cet aspect social en plus dans le projet? Et c'est là que je trouve qu'on a bien fait de travailler ensemble. Je crois que l'idée est née simultanément des deux côtés. Et il était évident pour nous il fallait évidemment que ce projet fonctionne. Et pour que ce projet fonctionne, il fallait pouvoir gagner de l'argent. Mais pas seulement, et je pense que le but de toute façon premier n'était pas là, et je trouve ça bien justement que les personnes qui ont payé pour monter sur ce bateau ont permis à des enfants, notamment donc du SAMU social, de pouvoir découvrir leur mer et les richesses de leur océan. Et on était assez fiers tous ensemble d'avoir permis à ces enfants malheureux de pouvoir vivre une journée un peu extraordinaire. Et pour les avoir vus juste après la sortie, je vous confirme qu'ils étaient heureux comme tout. Donc vraiment, bravo pour cette action qui a fait plaisir à de nombreux enfants. Autre question qui porte un petit peu plus sur votre sensibilité personnelle aux problématiques environnementales. Bon, Morgane, outre ton engagement professionnel pour Natura Congo et toutes les problématiques qui vont derrière, est-ce que toi, personnellement, tu t'impliques dans la protection de l'environnement et particulièrement dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur l'océan? Bon, sincèrement, je pense que chacun à notre échelle, on peut tous contribuer au quotidien à la protection de l'océan. Moi, pour ma part, je mange plus de poisson et finalement, c'est un choix qui a été réfléchi depuis longtemps par rapport justement aux pratiques de pêche que j'ai pu découvrir et finalement à toutes les conséquences d'une pêche industrielle incontrôlée, même encore aujourd'hui à notre échelle sur des petits territoires, etc. Donc oui, voilà, au quotidien, j'essaie de réfléchir à ma consommation, que ce soit des produits de la mer ou autres, pour finalement consommer avec un impact réduit sur mon environnement pour éviter au maximum les produits chimiques, éviter d'acheter des emballages en plastique, éviter d'acheter du poisson dont je ne connais pas la provenance. Même si moi, j'en mange pas, j'encourage les gens qui le font à essayer de se renseigner systématiquement sur la provenance. Finalement, c'est en sachant d'où vient le poisson qu'on est en train de manger qu'on apprendra tous ensemble à lutter contre les pratiques de pêche dévastatrices. Et donc voilà. Mais au quotidien, oui, je pense que chacun fait ses petits gestes pour essayer d'aider à améliorer les choses. Ok, et toi Laetitia, du coup, là de ton engagement dans ce projet, est-ce que personnellement, tu mets en place d'autres petits gestes au quotidien pour protéger l'environnement, préserver nos océans? On essaye on essaye au quotidien de faire des petites choses, comme tu parlais Morgane, limiter les emballages, quelque chose de simple, de ne pas utiliser de gel douche et d'utiliser des savons. Essayer d'acheter un maximum de produits qui n'ont pas d'emballage. Alors, moi, je consomme du poisson, mais essayer d'acheter du poisson qui vient de la pêche artisanale. Après, évidemment, au quotidien, c'est plutôt favoriser la douche, ne pas prendre de bain. C'est... bon, évidemment, mais alors ça, je pense que j'espère que tout le monde le comprend, on ne jette rien par terre.
Mais je pense qu'il y a encore du travail. Il y a encore un peu de travail, effectivement. Notamment sur cette problématique de gestion des déchets qui est un vrai fléau ici au Congo, mais en Afrique de manière générale. Au quotidien en général, c'est vrai que faire cette démarche d'arrêter totalement la consommation comme ça qui nous pousse à jeter beaucoup toute la journée, c'est une démarche sur laquelle je pense qu'il faut qu'on travaille tous. Oui, et c'est vraiment une démarche, il faut y aller petit à petit. Ça ne sert à rien d'arrêter tout d'un coup parce que ça ne marchera jamais, mais il faut vraiment y aller petit à petit pour l'avenir de notre planète. Et puis essayer aussi, une à deux fois par semaine, on fait des repas végétariens aussi. Voilà. C'est essayer de mettre des petites choses en place qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui, si nous le faisons tous, à un moment donné, on peut arriver à... C'est justement dans ce genre de détails, entre guillemets, qu'on arrivera à changer les choses et que les mentalités évolueront dans le sens positif du terme pour la protection de notre planète. Donc merci Laetitia. Autre question un petit peu plus personnelle également sur toi, Laetitia, en tant que directrice d'Animalia, qui, je le rappelle, est un centre de soins animaliers. En quoi ça t'est venu l'idée de faire ces sorties pour protéger l'océan, alors qu'à la base, Animalia est plus sur les animaux domestiques, les chiens, les chats? Pourquoi? C'est juste, ça m'intrigue juste, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Parce que j'ai commencé à travailler dans le domaine justement des animaux domestiques, mais j'ai toujours eu une grande admiration pour les personnes pour les associations type El Congo, l'Institut Jane Goodall, Renatura, ces associations qui s'investissent au quotidien pour la faune sauvage. Et moi, ne pouvant pas le faire au quotidien, nous, on s'investit pour les chiens errants, etc., mais pas pour les animaux sauvages. Et on a toujours eu une admiration pour ces personnes-là. Et donc, voilà pourquoi on a voulu un peu participer à notre humble niveau. Et une admiration qui vient probablement de ta sensibilité que tu as pour notre environnement commun, quoi. Merci Laetitia, du coup. Je vais revenir un petit peu plus sur ces sorties baleines. Du coup, maintenant, on a terminé avec les questions personnelles. On va revenir un petit peu plus sur ces sorties-là. Donc, combien vous avez touché de personnes là sur les sorties qui ont lieu de juillet à septembre à peu près, hein. Je vous demande peut-être pas un chiffre exact si vous l'avez pas, mais plus ou moins combien de personnes ont pu être Donc à peu près 200 personnes. Donc 200 personnes qui ont pu découvrir un peu ce milieu marin congolais. Merci déjà pour ça. Avant de clôturer l'émission, peut-être que vous avez un dernier message à passer aux personnes qui regarderont cette émission. Je me pose souvent la question de savoir si les Congolais se rendent compte de la beauté et de la richesse de leur pays. Et pour avoir fait venir quand même depuis 15 ans que j'habite au Congo, beaucoup de personnes de l'étranger, toutes les personnes qui sont venues sont reparties en pleurant à l'aéroport parce qu'ils ont été... L'arrivée au Congo, c'est un choc émotionnel. Et pour parler de ce qui nous concerne, on est quand même dans un pays où on a la chance de voir à l'état sauvage des éléphants, des gorilles, des chimpanzés, des crocodiles. On va à la Numbi, on voit un hippopotame. Mon fils de 2 ans et demi a déjà vu tout ça, et pas dans un zoo, en liberté. Et on va à la mer, on peut voir des tortues qui pèsent 200 kilos, des baleines, des dauphins, des requins. J'aimerais vraiment qu'ils soient fiers de leur pays et qu'ils se rendent compte que je pense qu'ils sont véritablement les seuls à pouvoir protéger ce patrimoine qui est juste incroyable. Voilà. Très bien. Et toi, Morgane, du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je dirais que ces sorties-là, elles ont permis de faire prendre conscience aux gens qu'on fait partie d'un tout en tant qu'être humain et que l'équilibre fragile au sein duquel finalement on appartient doit être protégé chaque jour, quotidiennement, et qu'il ne faut jamais qu'on perde cette idée en tête qu'on est relié à tous ces animaux, à tous ces végétaux, finalement à l'ensemble de notre planète, et que c'est notre devoir finalement en tant qu'être humain de les préserver pour nous préserver à nous aussi. Ok, très bien. Donc juste pour terminer, est-ce que vous pensez que le public qui a été sensibilisé lors des sorties touristiques pour aller voir le milieu marin a été sensible à tous les beaux messages que vous venez de passer là? Moi, j'ai vu Est-ce que vous avez eu des retours positifs? Oui, ému aux larmes, vraiment.
des gens qui sont restés un moment bouleversés par ce qu'ils ont vu. Et c'est nous nous qui avons fait plusieurs fois les sorties. Enfin, à chaque fois, c'est juste, on a l'impression de déconnecter complètement de la vie, du quotidien, et surtout de se rendre compte pourquoi on se bat tous les jours. Et puis je confirme, moi aussi, pour en avoir fait une, on ne ressort vraiment pas indemne de ce qu'on voit lors de ces sorties touristiques. Très bien, merci. On va s'arrêter là pour cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Nature & Co.